le souci de l'orientation est le titre que j'ai choisi avec les organisateurs pour cette première présentation. Et je vais, si vous le voulez bien, parcourir en fait mon propos à travers 4 étapes. Premier point, pourquoi parler de soucis, pour qui, pourquoi. Deuxième partie, de quelle orientation est-il question? Ça nous permettra de faire le point sur ce dont on parle, ce dont on peut parler ou dont on parlera. Enfin, 2 parties liées au curriculum. Donc la thèse que j'essaierai de soutenir avec vous, c'est que pour pouvoir orienter, il faut avoir bien conçu la formation et bien pensé le système éducatif. Et donc je parlerai d'abord du curriculum et de ce qu'il implique, et ensuite je parlerai d'une approche un peu dynamique de ce curriculum à travers les parcours scolaires, de manière à pouvoir installer cette vision dynamique du parcours scolaire. Alors, souci pour qui, pourquoi? Dans l'orientation, si on se réfère à ce qu'on peut voir toutes les fins d'année et début d'année scolaire, on retrouve dans la presse énormément de textes, presse écrite, presse audiovisuelle, parlant de l'orientation. Alors, chez vous, c'est Parcoursup. Chez nous, c'est qu'est-ce qu'on va faire, comment va-t-on s'orienter, comment va-t-on choisir, et les salons de l'étudiant. Bon, tous ces éléments montrent à quel point la préoccupation pour l'orientation est présente chez les élèves, mais aussi chez leurs parents, et c'est aussi une source de stress. Mais quand on parle de cette orientation en particulier, c'est généralement une orientation qui a lieu à un moment bien précis, à un moment en quelque sorte charnière, au moment de passer, par exemple, de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur, ou chez nous aussi, passer du primaire au secondaire et le choix de l'établissement scolaire. Alors, souci, je pense qu'il y a deux volets. Celui que je viens d'aborder avec vous, c'est la préoccupation qui trouble, qui inquiète, mais pour tous les acteurs du système éducatif, et singulièrement les responsables du système, les enseignants, les responsables des organismes qui s'occupent de l'orientation, de l'aide à l'orientation, c'est aussi une attention particulière, une importance particulière à l'orientation. C'est en ce sens, sans doute, que je vais développer la suite de mon propos sur l'idée de souci. Donc se soucier de quelque chose, avoir le souci de quelque chose. Alors, qu'est-ce qui rend particulièrement la vie difficile, la vie compliquée? Eh bien, c'est que notre environnement, le monde réel, le monde en dehors de l'école, est souvent qualifié de volatile, d'incertain, de complexe ou d'ambigu. C'est ce qu'on va retrouver sous le vocable VUCA, terme anglais ou acronyme anglophone, pour mettre en évidence ce monde qui, aujourd'hui, offre sans doute beaucoup plus de possibilités, mais ouvre aussi beaucoup d'incertitudes, place chacun face à des situations ambiguës, incertaines, propose une situation complexe et volatile au sens où ce qui vaut à un moment donné n'est pas nécessairement encore vrai un peu après. Donc tout ce contexte que les auteurs anglo-saxons qualifient de VUCA, et qui passe aussi maintenant à la littérature francophone, est évidemment de nature à complexifier la situation de ceux qui doivent encore acquérir une place, se préparer au marché du travail par exemple. Alors, sur cette dia, vous retrouvez le système éducatif belge francophone, celui que je connais le mieux, et on a parfois un peu l'impression, dans ce système, là je vous présente simplement la partie de l'enseignement obligatoire, je ne vais pas la détailler ici, j'y reviendrai, vous allez voir, on a un peu l'impression que c'est un peu comme ces panneaux qu'on trouve sur la route, chez nous en Belgique, toute direction, autre direction, comment est-ce qu'on s'oriente dans cette affaire? Alors c'est pas propre aux francophones de Belgique, c'est ce qu'on retrouve aussi chez nos amis flamands, mais vous allez dire c'est une histoire belge, non pas typiquement. Je pense qu'on va retrouver le même genre de situation dans le modèle français, et vous transposerez, je suppose, aisément, et vous aurez encore les prochains jours pour discuter du modèle qui est le vôtre. Moi, je vais parler, en tout cas, je vais développer mon propos sur le système belge francophone. Alors, ça, c'est l'enseignement supérieur, et l'enseignement supérieur, c'est parfois encore bien plus dramatique ou compliqué. On a l'impression qu'il y a des voies sans issue, qu'il y a des choix à faire, mais une fois embarqué, on va avoir beaucoup de mal à s'en dépêtrer. Quand on s'embarque dans certaines voies, on va être parti pour très longtemps, et c'est parfois ce qui va retenir certains étudiants d'entreprendre des études plus longues, parce qu'on ne voit pas trop bien où ça mène. Donc, toutes ces situations sont évidemment particulièrement difficiles, anxiogènes, et demandent, pour ceux notamment qui sont les plus éloignés de l'école, une aide, un accompagnement pour à la fois comprendre le jeu dans lequel ils jouent
actuellement, dans lesquels ils pourront jouer pendant leurs études, mais aussi les possibilités qu'ils auront dans la vie active par rapport à un monde qui n'est pas encore complètement écrit. Alors, de quelle orientation est-il question? C'est ma deuxième partie. J'aurais parlé des principes, des acteurs, des objectifs et des moyens. L'orientation aujourd'hui est certainement très très différente de celle qu'on pouvait connaître au milieu du XXe siècle ou même au début du XXe siècle. C'est une orientation qui appelle à la fois, on pourrait dire, un aspect orientation scolaire, mais aussi un aspect orientation professionnelle. Et si on regarde la proposition de Doré, eh bien, nous amène aussi à reconsidérer ces deux parties. Une orientation qui serait purement scolaire et puis une orientation qui viendrait après et qui serait professionnelle, au bénéfice d'une orientation tout au long de la vie, qui dépasse le cadre de la période des apprentissages formels, qui généralement vont jusqu'à peu près 24-25 ans pour ceux qui font des études plus longues, 15, 16 ou 18 ans pour ceux qui font des études plus courtes. Donc cette opposition entre scolaire et professionnel, évidemment, n'a plus beaucoup de sens, d'autant que certains vont quitter l'école pour y revenir, qui vont quitter l'école, prendre un emploi, revenir dans la formation, parfois en alternance, parfois en horaire décalé, complémentaire, et cette réflexion va nous amener aussi à réfléchir finalement, et j'y viendrai à la fin de mon propos, à un concept qui est le life design, c'est-à-dire la construction finalement de sa propre vie et pas simplement l'orientation en vue d'obtenir un emploi qu'on gardera longtemps. Si j'essaye d'opposer finalement une approche qui serait un peu ancienne, datée, mais parfois encore présente, que j'ai indiquée en jaune là sur mon écran, à une approche qui serait plus moderne, qui serait plus contemporaine, plus proche des préoccupations actuelles, je pourrais essayer d'utiliser des couples de termes. Je peux dire que finalement, ce qu'on avait avant, et peut-être encore beaucoup aujourd'hui malheureusement, c'est finalement l'orientation comme gestion des flux et des transitions. Alors qu'aujourd'hui, on plaiderait sans doute, en tout cas c'est ce que je ferai et c'est ce qu'on fera certainement pendant ce colloque, pour une approche qui vise plutôt à l'accompagnement. Une approche ancienne qui serait basée sur la sélection et la gestion de l'hétérogénéité, y compris à travers le redoublement, l'orientation vers des filières scolaires particulières, etc. Je développerai un peu. Eh bien, elle ferait la place plus belle à l'information et au soutien. L'orientation vue comme l'orientation de quelqu'un, ou le quelqu'un, l'élève, le jeune, est un objet, ferait la place belle à s'orienter, c'est-à-dire on devient sujet de cette orientation, et finalement les personnes qui vont être en charge de l'orientation sont plutôt en charge de l'aide à l'orientation. On pourrait aussi opposer une vision adéquationniste avec plan de carrière à une version aujourd'hui qui serait plutôt de l'ordre de l'adaptation et du projet de vie, permettant d'acquérir une certaine autonomie. Ça oppose évidemment aussi un monde qui était stable et prévisible, à un monde qui est davantage, je l'ai qualifié tout à l'heure de VUCA ou de liquide, pour prendre d'autres références, donc à un monde qui est beaucoup plus incertain, beaucoup plus changeant, et sans doute peut-être aussi beaucoup plus angoissant, mais qui offre sans doute aussi pour certains des possibilités nouvelles, intéressantes. Ça veut dire aussi que dans une version plus ancienne, on est amené à se conformer, essayer de trouver sa place, à suivre un chemin, alors qu'aujourd'hui, on serait davantage dans cette idée qui est de dire que finalement, chacun participe et est appelé à participer, dans les limites évidemment qui peuvent être les siennes, au changement. C'est aussi l'appel à se construire et pas simplement suivre un chemin. Et puis, si j'utilisais encore d'autres termes, je pourrais dire que l'orientation, telle qu'on la connaît encore, je l'ai pointé tout à l'heure, elle est dans une vue plus ponctuelle, alors que ce qu'on serait sans doute tenté de mettre en œuvre est une version beaucoup plus continue. On ne s'oriente pas, on n'aide pas l'orientation uniquement au point charnière, on se prépare à ce cheminement, à cette construction identitaire, et donc c'est pour ça que je pointe ici l'idée de continuité dans la démarche d'orientation et de construction. Dans un système qui était plutôt fermé, dans un système qui deviendrait davantage ouvert. Et j'ai déjà fait cette référence aux travaux de Savikas à travers le life design ou life designing, pour essayer de donner une idée ou de mettre des mots sur les choses et d'écrire un petit peu ce que vous trouvez à droite là en vert sur ma présentation.
Alors, je pense ici que vous avez une autre façon que j'emprunte à Damien Kenzitou par rapport à l'idée d'orientation. Je pense que vous retrouvez ici les grandes idées que j'ai émises précédemment, dans un modèle qui, au-dessus, essaye de décrire en quelques mots l'idéal ou la vision telle qu'on pourrait se la faire de l'orientation, et puis en dessous, une approche plus datée, plus ancienne, comme je l'ai montré dans mon graphique précédent. Alors, si je me réfère au Conseil de l'Europe, à un texte de 2008, on peut se dire que finalement, et on retrouve exactement ce que je vous ai décrit tout à l'heure en opposant de versions prototypiques en quelque sorte, l'orientation, elle est appelée à être un processus continu, à tous les âges, tout au long de la vie. Il n'y a pas de fin d'apprentissage, on est en quelque sorte condamné à apprendre à vie, tout au long de sa vie, à modifier éventuellement sa position, à ne pas s'arrêter au moment de la retraite et continuer à pouvoir se développer, parce que ce n'est pas que professionnel, c'est aussi un développement personnel au-delà de l'emploi ou de la fonction occupée. Développer et déterminer des capacités, des compétences, des intérêts, tout ça fait partie de l'orientation. C'est aussi prendre des décisions, et donc ceux qui sont amenés à accompagner vont aussi accompagner ces prises de décision sans se substituer à ceux qui sont les réels acteurs, les bénéficiaires de cette aide à l'orientation, des décisions en matière d'éducation, de formation, d'emploi, tenant compte évidemment que tout le monde n'a pas le même équipement au départ, et que l'idée d'accompagner vers l'orientation ou à l'orientation, eh bien c'est aussi de donner à chacun des moyens qui permettent de faire des choix et de décider pour lui-même autant que faire se peut. C'est donc aider à créer son parcours de vie personnel et pas seulement professionnel à travers les différents outils qui sont offerts en matière d'orientation. Ça veut dire aussi que c'est développer des compétences qui permettent de faire ses choix, de les exprimer, de prendre des décisions. Alors, une autre façon de les représenter ici, je ne vais pas m'étendre sur cette représentation, mais l'idée revient à travers un certain nombre de concepts que j'emprunte aussi à Damien Kenzitou. Je l'ai déjà évoqué, vous le retrouverez durant cette conférence, cette série de conférences, ce colloque. Alors, on s'est rendu compte que l'idée du chemin était aussi une façon intéressante, et souvent quand on parle d'orientation, on se réfère à Machado et à cette idée, à ce poème qui dit finalement le voyageur, le chemin, c'est la trace de tes pas, c'est tout. Voyageur, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant, le chemin se fait en marchant, et quand tu regardes en arrière, tu vois le sentier que jamais tu ne dois à nouveau fouler. C'est quoi cette idée? Comment est-ce que nous, on peut l'interpréter? Eh bien, l'idée, c'est que finalement, il n'y a pas de chemin écrit à l'avance. Il n'y a pas de prédestination, il n'y a pas de voie pour les uns et de voie pour les autres. C'est en faisant le chemin que finalement on construit son parcours. Et c'est quand on regarde derrière soi qu'on peut faire le bilan du chemin parcouru. C'est beaucoup plus compliqué de faire une sorte de vision prospective du chemin. Ce qu'on peut faire, c'est sans doute les obstacles qu'on va pouvoir anticiper, les soutiens qu'on va pouvoir identifier pour avancer, tout en construisant le chemin et tout en s'autorisant en fait à modifier sa direction en fonction des obstacles, des souhaits, des compétences qu'on a pu développer, des rencontres, etc. Donc je crois que c'est vraiment important d'avoir cette idée. Et sur la droite de Madia, vous retrouvez un peu cette idée de construction du chemin, mais aussi de construction de soi qu'on a développée avec Émilie Carozin et Damien Kenzitou pour essayer de mettre en évidence dans les formations qu'on peut donner, notamment aux enseignants sur l'orientation, mettre en évidence les chemins déjà parcourus, ce qui a déjà été fait, et donc de pouvoir aussi faire le bilan. À l'école, on est aussi dans une situation particulière où on est amené à faire des bilans, à formaliser un certain nombre de choses, et ce que vous voyez sur votre droite est un des outils que nous avons pu mettre au point à l'Université de Mons. Alors, si maintenant je me réfère à quelque chose qui est assez répandu, cette idée d'approche orientante, vous allez souvent en entendre parler, en tout cas vous en entendrez souvent parler à la fois au Québec, mais aussi en France et dans les propos qui sont les nôtres à l'Université de Mons. Et maintenant, je pense que cela a percolé dans le système éducatif belge francophone, au moins sur papier. C'est quoi cette idée?
d'approche orientante, eh bien c'est l'idée que finalement l'orientation repose sur l'intégration d'un travail d'orientation au sein même des cours. Donc pas seulement, mais aussi. Pendant très longtemps, les enseignants, ils faisaient de l'orientation un peu sans le savoir. Ils faisaient surtout de la sélection. Ils donnaient chez nous ce qu'on appelle des attestations d'orientation. C'était plutôt des attestations qui permettaient de continuer dans une voie ou de devoir s'orienter, c'est-à-dire aller vers d'autres voies qui étaient moins valorisées. Donc, l'idée dans l'approche orientante, c'est que le travail finalement d'orientation, il participe d'un travail au sein même des enseignements qui permettent, les enseignements ordinaires de mathématiques, de français, d'histoire, de géographie, etc., de développer des capacités vocationnelles chez les jeunes. C'est donc, et ça c'est une tâche de plus sans doute qu'on met sur le dos des enseignants, c'est de dire, vous savez, vous participez vous aussi à cette orientation. Alors j'ai évoqué le côté un peu négatif du go, no go qui était donné, qui est toujours d'ailleurs donné par les attestations d'orientation, sans doute mal appelées, qui donne à voir une version un peu datée de l'orientation. Mais c'est aussi important. Combien de jeunes se réfèrent à leurs enseignants, on va dire que ça les a éveillés à certaines choses, ça les a en quelque sorte aidés à s'orienter. L'idée ici, c'est d'amener chacun à réfléchir en l'aidant à la contribution de son cours, à la place de ce cours, à la manière finalement de faire en sorte que ce qui est vu en classe ait du sens. C'est quelque chose qui est aussi important, l'idée de sens, de construction d'un véritable curriculum finalement, pas seul comme enseignant dans sa classe, mais aussi en équipe pour aider au développement de la carrière de chacun, de son positionnement, son projet, de manière finalement à aider avec les conseillers d'orientation, les équipes pédagogiques, mais aussi d'autres personnes qui agissent dans les activités extrascolaires, les parents, la famille et la communauté au sens large. C'est souvent l'espèce de proverbe qui dit on a besoin d'un village pour permettre à chaque élève, ou à chaque jeune plutôt, de se développer. C'est un peu le sens de cette approche orientante. À travers des étapes qui peuvent être plus ou moins formalisées, d'infusion, c'est-à-dire pendant les cours, on a l'occasion aussi de se familiariser avec certains concepts en français. Quand on donne un cours de français, on peut aussi mettre en évidence que un certain nombre de textes vont parler des métiers, et parfois de façon poétique, parfois de façon beaucoup plus descriptive, ou argumentée, ou anecdotique, mais tout ça est important, et je pourrais faire cette démonstration pour les différents cours. Quand en sciences, on va découvrir un certain nombre de notions, on va découvrir aussi un certain nombre de domaines d'application, c'est aussi important de pouvoir mettre en évidence que ces domaines, ils existent aussi dans la vraie vie, dans la vie en dehors de l'école, en dehors du laboratoire, et ça se concrétise par des métiers, parfois des métiers nouveaux, parfois des métiers méconnus, parfois des métiers anciens. Ça veut dire aussi qu'un point important sur cette dia, et à travers l'approche orientante, c'est la collaboration. Ce n'est pas l'orientation, l'affaire d'un conseiller d'orientation qu'on va rencontrer à la fin du secondaire pour se demander à ce moment-là ce qu'on va faire. C'est un peu tard. Et parfois, de très bons élèves chez nous sont fort dépourvus. Quand ils arrivent à la fin de l'enseignement secondaire, ils n'ont jamais rencontré de porte fermée. Ils ont toujours pu parcourir le chemin. Et puis finalement, c'est à ce moment-là qu'ils se demandent, et alors maintenant je fais quoi ? Il y a plein de choses que j'aimerais faire, j'ai plein de possibilités. Et puis je fais quoi ? Comment je choisis ? Je vais devoir renoncer à certaines choses. Qu'est-ce que je sais faire ? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? Sur quoi vais-je me baser pour faire ces choix ? Et donc ce n'est pas l'orientation uniquement l'affaire des élèves les plus faibles, c'est aussi une affaire des élèves qui sont performants et qui n'ont jamais été confrontés à construire un projet. Et donc je crois que vraiment il faut avoir une vision large de cette idée d'approche, et d'approche orientante en particulier. Alors, c'est ici que je vais quitter l'orientation que j'ai essayé de baliser, dont j'ai essayé de donner les contours d'une approche peut-être un peu rénovée, qui est peut-être en porte-à-faux par rapport à certaines choses que nous faisons aujourd'hui, pour parler de curriculum. Et je vais essayer de montrer dans la suite de mon propos pourquoi, pour avoir une bonne orientation, pour mettre en œuvre une orientation qui se tient, c'est-à-dire la construction d'un projet, pour l'élève, par l'élève, avec l'élève, eh bien il est important d'avoir une réflexion sur le curriculum. Et donc il est important de s'inscrire dans une approche curriculaire, et pas simplement une approche matière qui juxtapose des disciplines les unes aux autres, qui met du français, des maths, qui donne un certain nombre d'heures de cours, et puis qui définit les matières en fonction d'elles-mêmes, de leur intérêt propre,
eh bien cette approche, c'est pas une approche curriculaire au sens où je vais la développer. Alors, ça suppose donc, dans une approche réellement curriculaire, d'articuler les éléments entre eux, au sein des disciplines, dans les formations, dans les filières, mais aussi entre les filières, entre les formations, de manière à permettre un passage, une certaine mobilité, une certaine réorganisation, et pas d'avoir une approche que moi je qualifie souvent de balistique, c'est-à-dire on lance l'élève quelque part et hop, on espère qu'il fasse un strike en restant dans sa ligne. Ça, c'est une approche qui n'est pas du tout curriculaire, au sens où on pense les choses de façon un peu large et articulée. Et enfin, point important aussi, dans une approche curriculaire, il est important de disposer de référentiels partagés, compris. Les programmes, ils deviennent aujourd'hui parfois tellement volumineux que plus grand monde ne les lit. Et déjà, c'est un outil pour les enseignants, mais ce serait aussi important que les élèves puissent, d'une certaine manière, comprendre le jeu dans lequel ils vont jouer. Et que si l'outil programme est destiné aux enseignants, certains éléments puissent leur être donnés pour qu'ils comprennent dans quoi ils jouent, ou qu'ils comprennent éventuellement dans quoi ils n'ont pas envie de jouer, ou pour qu'ils comprennent vers où ils peuvent aller, et comprendre donc, et je crois que le mot essentiel, vous l'avez entendu, c'est comprendre, donner du sens au parcours. Et plutôt que d'avoir une sorte de descente ou de montée, c'est comme vous voulez, qu'on chemine sans trop se poser de questions. Alors, le curriculum dont il est question ici, c'est pas le programme comme on peut le voir sur les sites des universités. On a la juxtaposition des cours. Quand je regarde sur le site de mon université, je retrouve un programme, ce qu'on appelle le programme, c'est-à-dire la liste des matières. Donc l'idée de curriculum, c'est d'avoir un plan d'action qui s'inspire des valeurs de la société. Donc c'est aussi d'avoir une réflexion quand on construit le curriculum, par exemple pour l'enseignement de base, l'enseignement fondamental, que nous on appelle fondamental, maternelle, primaire, c'est d'avoir une réflexion sur quelles sont nos valeurs, qu'est-ce que nous voulons développer. Et puis ensuite de se demander comment on va pouvoir développer des finalités spécifiques, des objectifs, des contenus pour telle ou telle partie de ce curriculum. Ça suppose d'avoir une vision d'ensemble avant d'avoir une vision détaillée. Ça suppose d'avoir une vision planifiée, structurée et cohérente. Et je vous montrerai à travers un exemple que nous avons étudié dans l'enseignement des sciences combien c'est important d'avoir cette idée, de manière à pouvoir donner des directives pédagogique, et je pense que la responsabilité du système éducatif, c'est aussi de donner aux enseignants qui sont des professionnels des directions, et même à certains moments des directives, pour faciliter la cohérence du système. Être enseignant, ce n'est pas exercer une profession libérale dont on est le seul maître à bord, ou une profession une approche artistique. On est dans un système où les autres comptent, c'est un métier où les élèves comptent, mais aussi les autres collègues et le système dans son ensemble compte. Et ça, parfois, certains enseignants perdent un peu ce sens de la globalité. Ça veut dire aussi que, ma foi, il s'agit de savoir comment on va organiser, gérer les apprentissages et comment on va aussi évaluer les résultats attendus. Des résultats qui peuvent être cognitifs, mais aussi non cognitifs, bien sûr. Donc, quand on parle de résultats, c'est pas uniquement les apprentissages purement cognitifs, au sens disciplinaire, d'apprentissage, de restitution, mais c'est aussi l'apprentissage de valeurs, de compétences qui nous permettent de nous construire. Et donc, il s'agit, dans le curriculum, d'avoir des stratégies, de définir des processus didactiques à mettre en œuvre, de réfléchir les outils qu'on va utiliser. Je suis toujours fasciné, y compris dans un système que nous voyons plutôt comme centralisé, quand on regarde la France depuis notre point de vue belge, combien, par exemple, les manuels scolaires peuvent être laissés à l'appréciation d'éditeurs. Vous allez me dire qu'aujourd'hui, la concentration des éditeurs va peut-être faire de la cohérence, mais c'est peut-être pas celle qu'on a envie d'avoir. Donc il est important que nos outils soient aussi pensés. Pourquoi les laisse-t-on finalement très très largement à l'extérieur de l'école? Pour moi, c'est toujours une question qui me taraude. Donc, qu'est-ce qu'on donne de manière aussi à ce que les enseignants puissent non pas simplement donner des leçons, mais développer des dispositifs qui vont permettre le développement d'un certain nombre de compétences et pas simplement l'acquisition de connaissances, tout en reconnaissant que les connaissances, elles sont indispensables. Donc, c'est pas l'un contre l'autre, c'est bien l'articulation
des connaissances nécessaires, mais aussi des compétences qu'on peut développer, des savoir-faire, des savoir-être, qui sont utiles, non seulement pour acquérir les connaissances au moment où on est à l'école, mais aussi pour continuer tout au long de la vie à être capable d'apprendre et à poursuivre ses choix. C'est aussi, dans le curriculum, la façon dont le curriculum va lui-même être géré, comment on va le faire évoluer, comment on va l'administrer, comment on va le modifier. Tous ces aspects-là, c'est évidemment ce qui constitue le curriculum. C'est donc pas une approche matière par matière, comme vous l'avez vu, mais c'est une approche articulée à travers un plan d'action qui tient compte de nos valeurs, des valeurs de la société. Donc forcément, eh bien, les valeurs peuvent à certains moments se modifier, et donc le curriculum lui aussi peut être impacté par ces changements. Et c'est important qu'il explicite d'ailleurs ces valeurs. Nous, il a fallu attendre en Belgique 1997, donc 97, pour mettre sur papier les grandes finalités, donc les missions de l'école. Pendant très longtemps, on est resté comme ça sur des implicites. Et chaque réseau d'enseignement, vous savez que chez nous, l'enseignement est libre, c'est la Constitution qui le dit, eh bien, il y avait énormément de façons de concevoir l'école. Et puis, quand on passait d'une école à l'autre, c'était pas forcément la même chose. Et donc, c'était important qu'en 97, 97, on puisse mettre à plat ce genre de choses. Alors le curriculum, je ne vais pas m'étendre sur l'approche du curriculum, mais il comporte un certain nombre de choses. Il comporte ce qu'on appelle le curriculum formel, c'est-à-dire globalement les injonctions, les programmes, les directives, les recommandations, mais il comporte aussi un autre étage, c'est celui du curriculum implanté, c'est-à-dire la façon dont les enseignants eux-mêmes vont traduire localement, dans leur classe, avec leurs élèves, ces directives, ces recommandations, c'est ce qu'ils font finalement, c'est le curriculum qu'on peut observer si on va en classe. Le premier curriculum formel, c'est celui qu'on peut observer en regardant les documents. Et puis, il y a évidemment un autre curriculum dont il est question et qui est très important, c'est le curriculum effectivement maîtrisé par les élèves. Et il y a parfois loin entre l'idée qui se trouve dans un programme, la manière dont l'enseignant l'a transposé et ce que les élèves en ont retenu. Mais ça, il suffit de discuter avec les élèves ou de regarder des copies et on se rend compte que on n'est pas forcément toujours parfaitement sur la même longueur d'onde. Certains élèves vont aussi comprendre un certain nombre de choses, vont plus ou moins exercer leur métier d'élève et vont plus ou moins comprendre ce que l'on va leur dire avec plus ou moins d'explicitation, mais aussi beaucoup d'implicite. Et certains élèves éloignés de la tradition scolaire, ils vont avoir un certain nombre de difficultés avec cette compréhension puisqu'elle n'est pas nécessairement explicite. Et puis un point aussi, le quatrième larron dans l'histoire, c'est ce qu'on va appeler le curriculum latent ou caché. Alors c'est quoi ce curriculum latent ou caché? Eh bien c'est tout ce que finalement l'école véhicule en termes de valeurs et évidemment véhicule de façon très très implicite. Alors est-ce que l'école va, même si ce n'est pas dans les textes, véhiculer une idée importante qui serait celle de compétition entre élèves ou au contraire de collaboration, travailler ensemble, de solidarité? Tous ces aspects-là, on peut les déclarer, mais on peut aussi, finalement, dans nos pratiques quotidiennes, soit les renforcer, de façon très, très, très insidieuse, mais très présente, et on peut aussi les détruire. On peut aussi, par nos pratiques, faire l'inverse de ce que nous disons ou ce qu'on nous dit de faire. Et donc cet aspect est évidemment beaucoup plus complexe à mettre en œuvre, et ça occupe notamment nos amis sociologues qui traquent ce genre d'écart finalement entre ce qui est supposé, ce qui est formel et ce qui est effectivement mis en œuvre. Alors, un point important dans l'approche curriculaire, c'est de disposer de référentiels de qualité. C'est important d'avoir, je pourrais dire des programmes, mais ce serait peut-être une vision un peu réduite des choses, mais d'avoir un environnement documenté qui permette à chaque enseignant de comprendre ce qu'on attend de lui. Je l'ai déjà dit et je le redirai encore une fois, l'enseignant, ce n'est pas un artiste. Il n'est pas là pour s'exprimer par rapport à son ressenti ou à ce qu'il pense bien. Non, c'est un professionnel et comme tout professionnel, les enseignants, ils ont un cadre. Et je pense que parfois on oublie un petit peu ce cadre pour trouver qu'on est un peu trop contraint ou que ceci ou que cela. Non, je pense que clairement, parce que c'est un travail collectif, il faut avoir ce cadre. Alors, si on ne nous le donne pas, il faudrait se le donner. C'est ce que certains vont faire à travers des écoles à pédagogie particulière. C'est un peu ce que va faire l'école nouvelle, en disant on va se donner nous-mêmes quelque chose, en réaction à finalement une école dans laquelle on ne se reconnaît pas.
Mais c'est important d'avoir ce cadre, de l'expliciter, de pouvoir le partager, tout simplement parce qu'après nous, d'autres collègues vont nous rejoindre et qui n'ont pas eu la même histoire, et donc il faut qu'on puisse tabler sur quelque chose qui est de l'ordre non pas d'une tradition orale uniquement, mais aussi d'une tradition écrite où on peut suivre, comprendre, expliciter les choses. De manière à pouvoir enseigner, savoir comment enseigner, à savoir qu'évaluer, savoir comment l'évaluer, à clarifier le contrat didactique avec les élèves, nos relations avec les élèves, qu'est-ce que le prof veut vraiment, pour assurer la cohérence et la progression des enseignements et des apprentissages, ne pas revoir 5 fois la même chose, parce que c'est la marotte d'un enseignant, et puis de son collègue, et puis on va parler tout le temps de ce genre de choses, que moi j'ai pu le connaître en anglais, sur le théâtre élisabétain, revu chaque année, ou à peu près, parce que c'était la marotte de mon prof d'anglais. Donc c'est pas ça l'école. Et puis c'est aussi rendre visible à l'extérieur. Si l'école n'est pas toujours bien comprise, alors si elle ne comprend pas toujours le monde extérieur non plus, c'est peut-être aussi parce que l'école ne rend pas exactement visible, explicite, ce qu'elle attend, quels sont les produits. Alors, certains vont tiquer sur la notion de produit, mais on produit un certain nombre de choses avec les élèves. Et ce qui est particulier à l'école, c'est que c'est pas simplement une agence qui produit quelque chose, c'est finalement une opération qui lie ce que fait l'enseignant et ce que fait l'élève. Il n'y a pas d'apprentissage sans l'élève. Et donc forcément, ça va amener aussi à devoir considérer que l'élève n'étant pas tout seul en classe, il y a une plus-value à avoir d'autres élèves et parfois une moins-value. Et donc ça va être aussi un boulot pour l'enseignant de gérer non seulement ce qu'il imagine faire et ce qu'il fait, mais aussi le fait qu'il travaille avec d'autres, qui sont les élèves, qui sont les bénéficiaires, dont une grande partie finalement des résultats dépendent aussi d'eux-mêmes, de leur motivation, de la manière dont ils vont jouer leur partition. Quatrième point que je voulais envisager avec vous, c'est finalement le curriculum, mais cette fois-ci dans sa version dynamique en quelque sorte. Il y a bien sûr ce qu'on dit sur papier, il y a l'organisation, il y a tout ce qui a été pensé, mais finalement, les élèves, eux, vont parcourir ce curriculum, et donc on va avoir des parcours plus ou moins réels, plus ou moins mis effectivement en œuvre, et puis beaucoup d'illusions. Et notamment chez nous en Belgique, où le système est basé sur la liberté d'enseignement, c'est-à-dire la liberté du chef de famille de choisir pour l'élève mineur ou de l'élève s'il est majeur, son parcours, avec des limitations, et on le verra tout de suite, et puis aussi cette liberté que certains ont d'offrir l'enseignement, de décider d'offrir un enseignement. Pour donner un petit ordre de grandeur, chez nous, l'enseignement secondaire libre, donc c'est-à-dire non directement dirigé par une instance publique, c'est 60% des élèves dans le secondaire. Ça vous donne un petit ordre de grandeur. Et quand je dis libre, la majorité, c'est de l'enseignement confessionnel catholique. Il existe aussi des écoles libres qui ne sont pas confessionnelles, mais les 60% recouvrent donc toutes les initiatives d'ordre privé. C'est de l'enseignement privé, subventionné, et dans notre enseignement libre donc, privé, subventionné, il est interdit de demander des droits d'entrée aux élèves, donc il n'y a pas ce que nous on appelle un minerval ou des droits d'accès. Donc c'est un enseignement qui, en quelque sorte, est appelé aussi parfois à un service public fonctionnel. Appellation un peu curieuse, mais donc je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là. Je veux simplement dire qu'on a un modèle qui est extrêmement libéral dans sa conception, dans ce qu'il dit. Et puis, on a parfois, dans la réalité, d'autres choses. Alors, vous avez déjà vu cette dia tout à l'heure. C'est donc l'enseignement obligatoire, donc de 5 ans maintenant, à 18 ans, donc de la dernière année de l'enseignement maternel à la 6e année de l'enseignement secondaire, donc, puisque nous, on compte les années 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour le primaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour le secondaire. Et ce que vous voyez là, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais c'est de gauche à droite, en fait, en couleur, les différentes filières que vous allez retrouver dans l'enseignement secondaire. En bas, vous avez quelque chose qui a l'air d'être plus unifié, qui est l'enseignement fondamental, je l'ai déjà évoqué, donc maternelle et primaire. Et puis, en blanc, juste au-dessus, là, de 2 années, c'est finalement la gare de triage du système belge francophone, c'est-à-dire l'endroit, premier degré du secondaire, un peu en quelque sorte votre collège, où beaucoup de choses vont se passer. Et donc, si je regarde maintenant, sans entrer dans les détails, si je regarde ce qui se passe, en fait, on pourrait se dire, voilà, on a un système qui permet, à partir de la 3e année de l'enseignement secondaire, de choisir entre l'enseignement général,
de l'enseignement technique, de qualification, de transition. Je ne vais pas rentrer dans ces distinctions, qui sont d'ailleurs assez compliquées à définir elles-mêmes. Et puis de l'enseignement professionnel. Et puis si vous allez vraiment vers la droite, vous allez retrouver de l'enseignement en alternance, et puis de l'enseignement que nous appelons enseignement spécialisé. Et en fait, si je regarde maintenant les flux d'élèves, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a plutôt quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on a une sorte de colonne vertébrale de l'enseignement général, la grande ligne, la grande flèche verticale en rouge, là. Et puis, on a sur le côté des sorties de la voie royale, en quelque sorte, qui s'orientent, alors dès le maternel et le primaire, vers l'enseignement spécialisé. Nous sommes parmi les champions de l'enseignement spécialisé. Alors, 1970, 71, c'était un progrès pour nous. C'était la façon de scolariser tous les élèves et de leur offrir une solution malgré les handicaps ou les difficultés. Le choix qu'on a fait à cette époque-là, qui avait l'air d'être plutôt une bonne idée, qui était même enviée, ça a été d'envoyer ces élèves dans des écoles qui sont spécialisées. D'ailleurs, à l'époque, on disait spécial, on disait enseignement spécial. On ne parlait pas encore de besoins spécifiques. Et donc, ces élèves, finalement, quittaient leurs camarades pour ne plus quasiment les revoir. Donc ils quittaient et puis ils étaient scolarisés dans des écoles à part. Aujourd'hui, on en revient progressivement, mais généralement, quand on parle d'inclusion, ça reste encore malheureusement très, très marginal. Et puis, si je développe et si j'arrive à cette fameuse gare de triage, je n'ai pas mis toutes les flèches, mon graphique deviendrait illisible, mais on voit qu'on va quitter progressivement. Certains élèves à la fin du secondaire n'ont pas réussi leur certificat d'études de base et vont déjà aller dans cette gare dans une filière particulière, différenciée, alors que les autres vont rester dans une filière qu'on va appeler commune. Donc déjà à 12 ans, à la fin du primaire, on a déjà cette orientation. En fait, je pourrais dire que déjà à 3 ans, on a cette orientation au sens sélection, si je considère l'enseignement spécialisé. Et puis progressivement, on va voir ce système finalement orienté, c'est les fameuses attestations dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, c'est des attestations qui soit permettent de continuer dans la ligne, soit ferment un certain nombre de portes, et quand on ferme des portes, généralement, c'est pour orienter, envoyer, sélectionner vers de l'enseignement plutôt qu'on va appeler qualifiant, donc professionnel ou technique. C'est ce qu'il faut voir dans un enseignement en alternance, donc on ferme un certain nombre de portes, plutôt qu'une réelle orientation de vers quoi il serait le plus judicieux d'aller. Et d'ailleurs, c'est assez piquant de se rendre compte que si, au premier degré, aujourd'hui, vous avez des cours de latin, vous pouvez avoir des cours de latin, on ne vous donne pas des cours techniques et professionnels, ce qui fait qu'en fait, quand on vous ferme des portes, c'est généralement parce que vous n'êtes pas assez bon, jugé assez bon dans le domaine académique, pour poursuivre dans la filière générale, mais pas parce que vous êtes plutôt bon ou tout à fait adéquat pour aller faire de la plomberie ou de l'hôtellerie. Et donc on a un système qui finalement ne vous laisse pas continuer parce que vous n'êtes pas assez bon et donc vous envoie ailleurs sans savoir si vous êtes vraiment dans votre milieu. Et ça, c'est évidemment le contraire de l'orientation. C'est-à-dire c'est de la sélection qui ne dit pas son nom. Et donc, ce qu'on appelle chez nous aussi de l'orientation, là je mets les guillemets, négative, en cascade, parce que finalement on a un système qui, d'une voie principale, envoie sur des voies secondaires. C'est aussi avec un système qui propose des filières qui sont inégalement valorisées. Alors, ce genre, le propos que je tiens ici, on a eu, il n'y a pas très longtemps, les assises de l'orientation. Je me souviens d'une collègue de l'Université de Liège qui présentait les résultats de PISA et qui montrait qu'il y avait des différences entre filières en termes de résultats et qui disait quand on n'a pas la chance d'être à tel endroit et manifestement un membre du public, enseignant ou chef d'établissement dans une école technique et professionnelle, a réagi très vivement en disant comment est-ce qu'on peut dire ça? Mais malheureusement, dans notre système, c'est ce qu'on peut dire. On peut dire que le public qui est scolarisé dans l'enseignement technique et professionnel n'a pas les mêmes caractéristiques académiques, celles qu'on mesure, par exemple dans PISA. Ça ne veut pas dire qu'ils sont de très mauvais élèves dans les sections techniques et professionnelles pour l'aspect technique et professionnel, mais ça veut dire qu'ils ont des caractéristiques, alors non seulement académiques au sens des cours généraux qui sont dispensés malgré tout dans l'enseignement technique et professionnel, des cours généraux qui permettent de se préparer à la vie, d'acquérir les compétences, par exemple, telles qu'elles sont mesurées dans PISA, qui ne sont pas des compétences extrêmement pointues d'un point de vue disciplinaire, mais qui sont des compétences
pour la vie, en quelque sorte. C'est un peu cette idée qu'on mesure les compétences en lecture, en mathématiques, en sciences, pour assurer, finalement, la capacité d'exercer son sens critique, la compréhension du monde, etc. Donc, eh bien, malheureusement, les élèves de ces sections-là ont académiquement de moins bons résultats, mais ce qui est plus frappant encore, c'est que ces élèves-là ont malheureusement aussi en moyenne, et c'est toujours des moyennes, des caractéristiques socio-économiques moins favorables que leurs camarades de l'enseignement général. Et si je pousse encore un peu l'analyse, ils ont malheureusement acquis du retard, généralement, en moyenne, de façon plus importante que dans les filières générales. Donc on a en quelque sorte une épine dorsale, la voie royale, qui se déleste progressivement d'élèves qu'elle juge moins aptes à poursuivre et que donc on envoie vers ces filières techniques et professionnelles. Alors une des questions qu'on se pose évidemment, c'est quelles sont les compétences à acquérir, quel est le tronc commun finalement qu'il faudrait pour tous les citoyens de manière à pouvoir exercer après le métier qu'ils souhaitent, qu'il soit manuel, intellectuel, peu importe. Et donc ça c'est une réflexion importante, j'y reviendrai. Mais quand je vous décris le système tel que je vous le décris, et je pense que vous pourriez certainement le transposer dans votre système à vous, on a davantage un modèle basé sur la sélection et beaucoup moins sur la réelle liberté de choix. La liberté de choix, elle s'opère en quelque sorte un peu comme un train face à des aiguillages. Est-ce qu'on choisit réellement quelque chose? On choisit la vitesse éventuellement, le conducteur, mais c'est pas lui qui décide de la gauche ou de la droite quand il rencontre un aiguillage. Malheureusement, on a un peu ce genre de modèle avec des trains plutôt TGV qui restent sur les voies rapides et puis d'autres qui vont de proche en proche partir dans d'autres voies. Alors, une petite illustration que vous voyez peut-être apparaître dans le bas, un saumon. Oui, pourquoi un saumon? Parce qu'on a tendance à dire chez nous que les saumons sont rares. Donc les flèches que je vous ai indiquées, c'est la tendance générale. Alors il y a bien de temps en temps une exception qui remonte le courant, mais c'est extrêmement compliqué de le faire. Je vais essayer de vous montrer pourquoi c'est extrêmement compliqué de le faire. Donc les saumons en Belgique sont rares. Ça, c'est la Belgique, dessinée à main levée. Donc, vous reconnaissez au nord la partie flamande du pays, au centre, en orange, la partie bruxelloise, où on retrouve des écoles des deux systèmes, flamand et francophone. En rouge orangé, la partie francophone, et puis en bleu, la communauté germanophone, puisque nous avons aussi une communauté de 75 millions d'habitants, 75 000 habitants en communauté germanophone, mais je ne vous parlerai pas de cette communauté-là en particulier, je vous parlerai de Bruxelles. Mais ces trois communautés sont responsables pour les objectifs pédagogiques, les finalités, les programmes, l'organisation, le financement, l'engagement des enseignants. Donc, on peut dire que nous avons globalement trois systèmes éducatifs en Belgique, et à Bruxelles, un cas très particulier, le long des frontières entre Flandre et communauté française aussi, et vers la communauté germanophone aussi. On a des communes particulières où on peut trouver de l'enseignement qui a des caractéristiques un peu particulières, mais à Bruxelles, on a sur cette surface différents systèmes éducatifs, deux systèmes éducatifs. Je fais un zoom, si vous voulez, ici, et en fait, on a des écoles flamandes, on a des écoles francophones, donc régies chacune par leur système de règles, à part la durée de l'obligation scolaire, qui est la même. Et puis, à l'intérieur de ces systèmes, on a, et j'ai essayé de montrer par des dégradés de couleurs, on a encore des réseaux d'enseignement. C'est quoi les réseaux d'enseignement? C'est les écoles organisées directement par la communauté, donc d'un point de vue public. C'est des écoles organisées par les communes, par les provinces, des écoles organisées par l'enseignement catholique, c'est des écoles organisées par des associations d'intérêt privés qui poursuivent une approche pédagogique particulière, etc. Donc on a un paysage très bigarré, je dirais. Et puis quand on essaie de mettre des élèves dedans, qu'est-ce qui va se passer? Les élèves vont faire des choix. Ils vont par exemple entrer, alors soit dans une école flamande, soit dans une école francophone, et puis progressivement, ils peuvent, à la fin du primaire, s'orienter vers une école secondaire, c'est ce qui est attendu, d'un autre réseau, par exemple. Ils peuvent aussi, en cours de route, changer. Ils ont échoué dans une école, ça ne va pas fort. Ils vont, à la fin de l'année ou à la fin des 2 années qu'ils ont parcourues, vouloir changer d'école, et donc changer de réseau. Voilà, donc ça c'est ce qui peut arriver. Et vous allez dire, qu'est-ce que ça fait comme ça? Eh bien, j'ai dit que chaque communauté avait ses propres référentiels, mais chaque réseau d'enseignement a son propre référentiel. Et dans les réseaux, et dans chaque école, on va donc retrouver aussi des filières pour l'enseignement secondaire. Et donc finalement,
on a un parcours qui est extrêmement compliqué à décrire. Les élèves peuvent avoir un parcours, et plus ils sont évidemment hors profil académique favorable, éloignés de l'école, je vais dire ça comme ça, eh bien plus ils vont avoir des parcours qui vont être compliqués. Et plus le parcours est compliqué, plus ça va être compliqué pour eux. Ça va être compliqué pour eux parce qu'ils vont passer d'un programme à un autre programme, mais ça va être compliqué pour les enseignants, et singulièrement les enseignants qui sont, par exemple, en charge de l'enseignement, disons, du français ou des mathématiques dans l'enseignement professionnel, parce qu'ils vont se retrouver en fin de secondaire face à des profils où chaque élève, en quelque sorte, dans la classe, a un profil différent, a une histoire différente. Alors que dans un établissement haut de gamme, qui n'organise que de l'enseignement général, eh bien, on va retrouver des profils qui sont tout à fait identiques. Tous les élèves ont à peu près le même parcours, ont vécu le même parcours parfois depuis la maternelle jusqu'à la fin du secondaire, ont réussi, ont un parcours de réussite, peu d'échecs, généralement pas de retard, très peu de retard scolaire, et sont passés, avec leurs camarades d'ailleurs souvent, à travers toutes les étapes, et donc on va retrouver cette unité de programme, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'enseignement professionnel. Alors, si on se place à la fin du secondaire, en Belgique francophone, on n'a pas de baccalauréat. C'est une question qui revient régulièrement. Mais on n'a pas de baccalauréat au sens d'une épreuve qui serait la même pour tous. Alors, la même pour tous, il faut évidemment s'entendre. Vous avez des baccalauréats avec des formes très très différentes, bien sûr, ou des disciplines qui vont apparaître. On est parfois assez étonné des disciplines qu'on peut mettre au baccalauréat. On aimerait pouvoir faire de la planche à voile aussi chez nous comme option. Mais bon, on n'a pas de baccalauréat, on n'a pas d'évaluation, on a juste une toute petite évaluation en français ou en histoire selon les filières, et c'est une partie très très mineure de ce qu'on évalue en fin de secondaire. Et donc, on a un certain nombre de questions quand on veut poursuivre. C'est finalement quel est le curriculum que ces élèves ont effectivement suivi? Quel est le parcours? Qu'est-ce qu'on leur a dit? Donc, ils sont passés à travers quoi sur papier? Mais aussi, qu'est-ce qu'ils ont effectivement appris à maîtriser? Ces directives, elles vont être traduites en classe par des enseignants qui vont aussi tenir compte, par exemple, des groupements d'élèves et qui vont parfois réduire le curriculum, c'est-à-dire, finalement, passer sous silence certains aspects parce qu'on n'a pas le temps, ou parce que les élèves sont moins compétents que dans d'autres classes, etc. Donc la réalisation du curriculum, et ce que vont maîtriser les élèves, eh bien, peut être extrêmement variable d'une école à l'autre. Et donc finalement, les chances que les élèves ont d'avoir appris sont extrêmement variables, et j'ai essayé de vous le décrire tout à l'heure par rapport au parcours des élèves. Alors si j'essaie de concrétiser cela, de façon un peu plus structurée, eh bien on a en fait en haut, vous retrouvez l'organisation. Donc on va voir que notre système, à partir de la 4e année d'enseignement secondaire, donc la 3e année de l'enseignement secondaire, excusez-moi, pour les 4 années qui restent dans le secondaire, donc la 3e année, la 4e année, la 5e et la 6e année, la dernière année de l'enseignement secondaire, eh bien, le système va se structurer, et je ne parle pas de l'enseignement spécialisé qui est hors champ, on va trouver ce qu'on va appeler la transition, donc l'enseignement général ou technologique, je pense, vous diriez cela, et puis de l'enseignement qu'on va appeler qualifiant, donc qui est de l'enseignement technique, et puis de l'enseignement professionnel. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cela va se concrétiser, par exemple, ici, par 4 voies que vous voyez. Donc, j'ai essayé de matérialiser cela. C'est la partie basse du graphique. Et dans cette partie basse, eh bien, de la 3e à la 6e, c'est la ligne bleue dans le général. Ça, c'est l'élève qui ne rencontre pas de difficultés, à qui on ne ferme aucune porte, qui passe de la 2e année vers la 3e, 4e, 5e, 6e, sans encombre. Et puis il y a des élèves qui vont connaître des cheminements un peu plus hasardeux. Alors, vous retrouvez dans l'autre sens, tout à l'heure c'était en montant, cette fois-ci c'est en descendant, mais c'est le même schéma, vous retrouvez le passage d'un élève en rouge qui va commencer dans le technique de transition, puis le technique de qualification, et puis qui va aller dans le professionnel. Alors vous allez dire, bah oui, c'est des réorientations, peut-être bien, mais à chaque fois, il va connaître des programmes et des référentiels différents. Et si je suis ici pour les sciences, donc là, on a fait un travail important avec le réseau d'enseignement public, en analysant les programmes. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, on va avoir 3 grands référentiels qui sont communs à tous les réseaux d'enseignement. C'est ce que vous voyez en bas, en rouge. Oui. Donc, selon la filière dans laquelle vous êtes, il y a des attendus qui sont en principe communs à tous les réseaux, toutes les écoles, c'est ce qui est en rouge. Mais dans l'enseignement Wallonie-Bruxelles enseignement, donc l'enseignement public, c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, WBE, eh bien, on va retrouver finalement un certain nombre de programmes
Et en fonction de la filière dans laquelle vous êtes, eh bien, vous allez finalement émarger à l'un ou l'autre de ces programmes. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Ça veut dire que l'élève tout à l'heure qui faisait un parcours en ligne droite, l'horizon est assez clair pour lui. On sait à quoi on le prépare, le référentiel commun est clair, et le programme, eh bien, il est bien aligné. Mais si cet élève passe d'une filière à l'autre, eh bien en fait, c'est un peu comme si son horizon changeait. Donc le référentiel par rapport auquel on le prépare, donc les compétences, les connaissances, etc., vont changer. Donc on change l'objectif en quelque sorte, et je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement pour les disciplines communes, générales, en abattardissant en quelque sorte, en gauchissant le programme. Si vous regardez les programmes, vous voyez que le programme, il est généralement construit pour l'enseignement général, académique, et puis on va faire des variantes, qui vont être des variantes dégradées. On va éliminer un certain nombre de choses. Alors on élimine très peu de choses, ça c'est un peu l'inconvénient, mais souvent on va passer plus vite. Et donc on va aller plus vite, donc on va moins creuser. Et donc forcément, pour ces élèves qui sont peut-être moins proches des critères académiques d'excellence, je vais le dire comme ça, eh bien on va leur proposer finalement d'apprendre à peu près les mêmes choses, mais beaucoup plus rapidement, avec beaucoup moins d'approfondissement, avec beaucoup moins de temps, avec beaucoup moins d'explications, parce qu'on n'a pas le temps, on va réduire le nombre d'heures de science par exemple, et donc on va donner finalement de la science, c'était l'objet ici, une vision qui est finalement extrêmement loin d'une science qui se construit, d'une science qui suppose de réfléchir, et pas simplement d'ingurgiter des choses certaines, qui permet de gérer l'incertitude, d'avoir des méthodes qui permettent d'appréhender de nouvelles choses, de juger que quelque chose qui était vrai à un moment donné ne l'est plus nécessairement sans que ce soit complètement idiot, mais simplement parce que nos connaissances ont évolué, nos outils ont évolué. Et donc toute cette vision d'une science qui se construit, eh bien elle va être progressivement rendue tout à fait abstraite ou éthérée pour les élèves, notamment de l'enseignement professionnel, qui deviendront pourtant des citoyens et qui devront aujourd'hui aussi comprendre ce qu'est un vaccin, par exemple. Donc si je prends cet exemple-là. Donc, pas étonnant qu'on puisse avoir des réactions qui sont parfois très décalées par rapport à ce qu'on a vu à l'école ou ce qu'on est supposé avoir vu à l'école. Autre aspect qui est important, c'est que si vous passez de l'enseignement général à l'enseignement professionnel, en fait, un décalage apparaît aussi dans les programmes. Donc ce qu'on voit à un moment donné dans l'enseignement général, on va généralement le voir un peu plus tard dans l'enseignement professionnel, parce qu'on a moins d'heures et qu'on va étaler les choses. Et donc l'élève qui descend en quelque sorte, je vais le dire comme ça, de façon un peu provocante, qui passe de l'enseignement général à l'enseignement professionnel, eh bien, il va avoir l'impression que c'est un jour sans fin, puisque ce qu'il a vu une année, il a échoué, il revoit, mais de façon beaucoup plus légère l'année suivante. Et je vous disais, les saumons sont rares, oui, parce que faire le chemin dans l'autre sens supposerait qu'on rattrape tout ce qu'on n'a pas vu une année et qui a été vu l'année précédente, en quelque sorte, dans la filière d'enseignement général, ce qui rend les cloisons relativement étanches dans un sens. Elles sont poreuses dans un sens, mais dans l'autre, vous n'avez à peu près aucune chance de remonter le fil. Alors, pour vous donner une petite idée, on n'a pas de baccalauréat, je vous l'ai dit, mais donc, qu'est-ce qui se passe à l'université ? Et qu'est-ce qui se passe cette fois-ci d'un point de vue socio-économique ? Alors, nos écoles, parce que nous avons un système qui permet d'avoir une approche compensatoire, si vous voulez, donc un enseignement, une aide aux écoles qui scolarisent une majorité d'élèves socio-économiquement moins favorisés. On a fait 20 paquets d'écoles, si vous voulez. Ici, je les regroupe par quartile. Donc les écoles qui sont dans la catégorie 1 à 5, c'est les écoles qui scolarisent beaucoup d'élèves d'origine socio-économique très défavorisée. Les écoles 16 à 20 sont celles qui scolarisent les élèves les plus favorisés. Je vous ai dit, on n'a pas de baccalauréat, donc on ne sait pas ce qu'ils valent, les élèves à la sortie. Ils ont leur CESS, certificat d'enseignement secondaire supérieur, et ils peuvent accéder notamment à l'université. Et qu'est-ce qu'on voit ici ? C'est les taux de réussite après une année. Alors BA1, c'est la première année de ce que nous appelons bachelier, donc L1 pour vous, BA2, L2, BA3, L3 pour vous. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'en fonction de l'appartenance de l'école secondaire à l'école secondaire fréquentée, eh bien les taux de réussite sont extrêmement variés. Pour les élèves provenant des écoles les plus défavorisées, c'est 20% en première année de réussite contre 54% de réussite dans l'université 1. Vous avez 3 universités, pas s'amuser à les comparer entre elles, mais ce que vous voyez, c'est cette constance, c'est-à-dire finalement des taux de réussite qui vont être bien moindres pour les élèves provenant d'écoles. C'est donc pas eux-mêmes, c'est pas leurs caractéristiques à eux, c'est les caractéristiques des écoles secondaires dont ils proviennent. Eh bien, vous allez voir que les taux de réussite sont malheureusement dramatiquement différents. Et, alors, pas dans toutes les écoles, dans toutes les universités, pardon, mais dans certaines universités, vous allez voir aussi que même en 3e année, donc c'est après tout ce filtre-là, donc année après année, on a filtré
Les élèves n'ont pas réussi. Alors certains se sont entêtés, ont poursuivi, se sont accrochés et ont réussi à passer en deuxième année. Mais il y a 80% dans la première catégorie qui ne réussit pas et donc qui va devoir se remettre au boulot. Hein, alors qu'il y a 46% dans les écoles les plus favorisées. Eh bien, malheureusement, le stigmate, en quelque sorte, de l'école secondaire d'origine va persister à travers les années et va persister jusqu'en troisième année d'université. Alors, ici, je vous présente les taux de réussite dans les trois mêmes universités, mais pour les boursiers et les non-boursiers. Et ce qui est assez notable ici, c'est que l'effet boursier semble bien moindre que l'effet qui est lié à l'école secondaire d'origine. Or, boursier est une caractéristique individuelle. Hein, je suis boursier ou je ne le suis pas. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est je viens de telle école qui a tel environnement ou tel autre qui a tel autre environnement socio-économique. Hein. Donc, intéressant, et même dans certaines universités, le fait d'être boursier semble même être en troisième année non plus un handicap, mais même un léger avantage. Mais bon, ça, il faut creuser ce point-là. Mais en tout cas, on n'a pas du tout la même vision que celle que je vous indiquais tout à l'heure. Donc, important, évidemment, quand on va orienter, aider à s'orienter, important de savoir où on en est. Or là, chaque élève, il a une référence qui est ses collègues, les autres élèves. Il a une note, hein, il peut calculer une moyenne, il a une note en français, il peut se comparer à ses camarades qui ont vécu la même chose que lui, dans la même école, mais d'une école à l'autre, 80% en mathématiques ne veut certainement pas dire la même chose. Et donc c'est évidemment à la fois compliqué pour se positionner soi-même, mais aussi pour les personnes qui vont vous accompagner, sauf à épiloguer et fantasmer sur la réputation, ce qu'on croit savoir sur telle et telle école, c'est très compliqué de positionner l'élève et de lui indiquer où il en est exactement. Et donc, c'est difficile de parler d'orientation si on n'a pas cette réflexion sur le curriculum, mais si on n'a pas non plus cette réflexion sur le parcours. On a chez nous donc à réfléchir à l'orientation. Alors il n'y a pas d'examen d'entrée dans la plupart des accès à l'université, à part en sciences appliquées et en médecine. Donc l'accès est libre dès qu'on a un certificat d'enseignement secondaire supérieur, mais cette liberté, elle va s'exercer, et puis on voit que le résultat de la liberté, hein, elle n'est pas forcément, ce résultat n'est pas forcément le même pour tous les élèves. Tous les élèves n'ont pas la même chance, alors qu'ils sont sortis avec ce même diplôme, ce même viatique qui leur permet d'accéder à l'enseignement supérieur. Liberté importante constitutionnellement, liberté apparente et faible responsabilité sociétale des acteurs à tous les niveaux. Les réseaux d'enseignement, les enseignants sont assez peu responsabilisés, autant au sens où il ne va pas leur arriver grand-chose si le job n'est pas fait. Hein, donc on a une grande liberté. Sans cette responsabilité, c'est un élément sur lequel on travaille aujourd'hui à travers le pacte pour l'enseignement d'excellence. Finalement, on a une autonomie professionnelle et donc on doit rendre des comptes, puisqu'on a cette autonomie. Et donc la façon de rendre des comptes, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais c'est évidemment un point important. Je l'ai déjà évoqué, inégale valorisation des filières. Donc toutes les filières ne se valent pas, malheureusement, quand on observe. Quand on les observe, par exemple, en termes de réussite aussi dans l'enseignement supérieur. Alors vous allez me dire, on pourrait le regarder à d'autres niveaux. Hein. On peut bien sûr regarder le taux de placement dans un emploi, par exemple, dans un emploi salarié, digne, la capacité à développer sa propre entreprise et à la maintenir. Enfin, tous ces aspects-là peuvent évidemment être étudiés pour justifier de ce que je dis ici en termes de valorisation inégale des filières. Avec en plus un paradoxe, c'est que beaucoup de filières qui sont peu valorisées par le système sont des filières dont on attend beaucoup dans la vraie vie, parce que ce sont des secteurs professionnels qui sont très demandeurs de personnes qualifiées, qu'on ne trouve pas nécessairement. On est même parfois amené à fermer certaines filières parce qu'il n'y a pas de candidats, parce qu'elles ne sont pas assez valorisées, ce n'est pas l'endroit où on veut aller, et pourtant il y a de la demande sur le marché. On a un marché de niche aussi, donc chaque école va se positionner dans un quasi-marché. Et certaines écoles vont se spécialiser dans l'élève d'élite académique, et puis d'autres vont se spécialiser dans la deuxième, troisième chance, en quelque sorte, en offrant des produits, je vais dire ça comme ça, qui ne sont pas forcément de même valeur, qui ne sont pas souhaitables. C'est pas là qu'on aurait été au premier choix, par exemple. Hein. Mais bon, on se rend compte après un certain temps que c'est là qu'on va se retrouver malgré tout. Donc on a aussi un quasi-marché, c'est-à-dire qu'on a une très grande liberté des offreurs d'enseignement, y compris à travers l'enseignement non public. Je vous l'ai dit, 60% du secondaire, des élèves du secondaire. Mais on a un financement public basé sur un financement égal, ou aussi égal que possible, à part une partie des bâtiments scolaires et une partie des frais de fonctionnement. Donc on a un système qui est quasi mis sur le même pied.
Et cela crée des interdépendances compétitives, c'est-à-dire des écoles qui vont se mettre à chercher l'élève, parce qu'elles sont financées en fonction de l'élève, du nombre d'élèves, mais aussi chercher l'élève qui leur convient. Et donc ce marché de niche se crée aussi en fonction de la capacité à occuper le terrain et à attirer les élèves. Et on va voir ça au moment des inscriptions dans le secondaire. On va avoir des écoles qui sont extrêmement demandées, où on fait la file, où on peut avoir plusieurs dizaines, voire centaines d'élèves qui ne peuvent pas trouver place dans ces écoles. Et puis des écoles qui n'arrivent pas à se remplir. On a donc aussi un système qui est très peu contrôlé, très peu régulé. Et finalement un système qui, assez curieusement, est assez, bien qu'il soit assez injuste, quand on regarde les résultats de PISA, donc vous n'avez pas intérêt en Belgique à avoir des parents qui n'ont pas fait d'études ou qui ont fait des études courtes, ça se marque particulièrement. Par exemple, sur votre espérance de scolarisation, mais aussi sur le parcours que vous allez faire avec plus ou moins de redoublement, eh bien on a un système qui, bien que sur papier, pour le chercheur, est assez injuste, est assez peu remis en cause par les parents, par exemple, ou même les enseignants. Et quand il est remis en cause, c'est parce que, par exemple, on n'a pas assez de liberté et qu'on voudrait bien pouvoir s'inscrire dans l'école de son choix au secondaire et qu'on est entravé dans ce choix. On a aussi, donc, dans ce système, des valeurs qui sont parfois peu partagées. Et l'individualisme des parents, on peut le comprendre, c'est leur enfant, c'est leur progéniture, mais va souvent prendre le pas sur une vision collective ou du bien commun. Donc c'est je veux cette école-là parce que je veux cette école-là. Et puis moi, je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas, et puis vous n'avez qu'à me faire une place pour moi, et les autres, c'est une autre affaire. Plutôt que de se demander si on ne pourrait pas tous avoir des écoles qui nous conviendraient bien et qui conviendraient bien à tous nos enfants. Donc on a plus une exigence vis-à-vis du système en termes de « je veux pour moi », plutôt qu'une exigence de « je voudrais que le système soit de meilleure qualité », par exemple. On a de très grandes inégalités, je l'ai souligné, et on a donc plutôt, dans l'enseignement supérieur, plutôt ce qu'on appelle une démocratisation quantitative. On a donc beaucoup d'élèves, massification, plus d'élèves aujourd'hui que par le passé, mais sans nécessairement avoir une démocratisation qualitative, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas nécessairement à bien traiter tous nos élèves et à les sortir avec un diplôme. Chez nous, plus que dans des systèmes qui sont compréhensifs pour l'enseignement obligatoire, mais sélectifs à l'entrée du supérieur, plus que dans ces systèmes-là, alors que nous n'avons pas de sélection formelle, quasiment pas de sélection formelle, sur papier, eh bien, nous avons finalement moins de succès dans l'enseignement supérieur. Donc ce système a l'air très ouvert, mais il est surtout très hypocrite, pour le dire comme ça. Et donc l'orientation dans un système qui est très hypocrite, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour ceux qui doivent aider à faire ces choix. C'est très compliqué, très frustrant pour les élèves aussi, qui pensent arriver avec le pass qu'il faut pour entrer dans le supérieur et qui se retrouvent finalement en difficulté. Et donc ça nous amène à poser des questions qui par rapport au curriculum, sont fondamentales. C'est finalement, quel tronc commun? Qu'est-ce qu'il faut acquérir en matière de contenu, de savoir-faire, de compétences, de savoir-être, de valeurs pour tout élève qui devient finalement un citoyen? Alors chez nous, à partir de 15 ans, on peut être dans l'enseignement à temps partiel, et à 18 ans, on n'est plus en obligation scolaire. Donc vraisemblablement, qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qu'on devrait attendre à 15 ans? C'est toute la réflexion sur le tronc commun chez nous qui devrait être porté à 15 ans progressivement, avec cette idée d'un tronc commun qui n'est plus de l'enseignement général sans autres aspects, mais qui est un enseignement réellement polytechnique, et où donc on rencontre à la fois l'art, mais aussi la technique, les métiers plus manuels et des compétences qui sont plutôt de l'ordre de la manipulation, de la construction, etc. Ça suppose aussi de se poser la question sur quelle spécialisation et à quel moment, pour faire quoi? Quelle part de commun et quelle part de spécifique? Et où va-t-on mettre le spécifique? Est-ce qu'il faut finalement, comme pour les cours de sciences, avoir plus ou moins les mêmes contenus, mais en passant très vite sur certaines choses dans les filières moins académiques et en approfondissant, en permettant de mieux comprendre dans les filières plus académiques? Ou est-ce qu'il faut prendre le temps de construire les connaissances nécessaires d'abord pour tous, et puis ensuite d'avoir une spécialisation dans certains secteurs et d'approfondir dans certains secteurs? Ça suppose aussi d'interroger notre mode d'évaluation, de certification, comment est-ce qu'on reconnaît ce qui est acquis, et puis quels sont les parcours qui sont effectivement possibles et quels sont ceux qui ne le sont pas. Et là, une discussion est aussi en cours, elle n'est pas achevée, sur finalement, est-ce que tous les parcours doivent donner accès de plein pied à l'université? C'est le cas aujourd'hui, éventuellement via une 7e année de l'enseignement professionnel, mais est-ce que c'est comme ça qu'on doit penser le monde, ou est-ce qu'il faut penser le monde autrement? Donc,
Le débat n'est pas clos, et je pourrais vous en parler sans doute dans quelques années quand on aura tranché ce débat. C'est pas une question de chercheur, hein, c'est une question de société, une question de savoir ce que nous voulons. Et je terminerai par là, parce que je vais exploser mon temps, mais il y a un certain nombre de mythes qui n'aident pas, et qui sont en apparence issus des connaissances scientifiques. C'est par exemple la manière dont aujourd'hui on comprend les intelligences multiples. Ça va donner lieu à pas mal de formations chez nous encore, mais en quoi est-ce que ce concept qui est difficile à démontrer, hein, qui a peu de support scientifique, comment en plus il peut être nuisible quand on le considère comme des formes pures, indépendante et cristallisée d'intelligence. Il y a donc des élèves qui seraient de tel ou tel type. Et si on se met à imaginer les choses de cette manière-là, à quoi bon alors les faire sortir du rail? C'est un peu finalement une autre façon de dire, on a des dons. C'est un des risques. Ce concept risque de se transformer en don, en idée de don, et si on n'a pas le don, on l'a pas. Et donc on ne peut pas l'acquérir. Or l'école, elle est en quelque sorte là pour faire aussi mentir les prédictions, c'est-à-dire de veiller à ce que chacun puisse acquérir ce qui est nécessaire et pas juste l'aider à creuser un sillon dans lequel il serait confortablement installé et dont il ne faudrait surtout pas qu'il sorte. D'autres idées comme ça qui sont plutôt néfastes, c'est la notion de style d'apprentissage. Là aussi, les élèves apprendraient selon certains modes, ils seraient plutôt kinesthésiques ou auditifs ou visuels. C'est aussi une approche qui ne va pas aider parce que finalement ça coince l'élève, c'est dit finalement si on le coince et s'il est comme ça pour toujours, à quoi bon? Alors, on peut aussi se demander comment on apprend les maths de façon kinesthésique ou comment on apprend la musique de façon visuelle, et donc ça veut dire qu'on ne l'apprend pas. Mais ce qui est plus dramatique sans doute, c'est aussi de lier style d'apprentissage, difficile à démontrer leur existence, voire pas possible, à des méthodes d'enseignement. Les méthodes seraient adaptées à chacun. Et donc forcément, si j'ai 20 ou 30 élèves dans ma classe, je ne peux pas faire en même temps toutes les choses. J'ai qu'un seul enseignant. Et donc forcément, on va faire des choix. Puis je serai moi-même aussi plutôt kinesthésique, visuel. Donc je serai aussi enclin à utiliser telle ou telle méthode. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de pouvoir offrir aux élèves la palette qui est nécessaire à poursuivre les objectifs qui lui sont proposés. Un autre aspect important aussi à garder à l'esprit, c'est cette injonction qu'on a parfois au projet. Il faut avoir un projet. Il n'a pas de projet. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte s'il n'a pas de projet? Mais les élèves n'ont pas de projet en naissant. C'est quelque chose qui s'apprend. S'il suffisait que l'élève découvre ou reçoive finalement la lumière en disant voilà c'est ton projet, tu n'as plus qu'à continuer. Non, c'est quelque chose qui s'apprend, ça se construit, ça se démonte. Si les projets étaient donnés à la naissance, on aurait sans doute chez les petites filles, et puis à l'âge adulte, que des institutrices, et puis chez les garçons, des pompiers peut-être, ou des militaires, je sais pas. Non, le monde n'est pas comme ça. Le monde scolaire doit aider l'élève à construire ce projet. Et si nous ne prenons pas le temps avec lui de construire ce projet, eh bien, soit ce sont des projets fictifs qui lui sont donnés parce que c'est comme ça. Papa est plombier, je serai plombier, ou papa est prof d'université, je serai prof d'université, c'est chouette. Et sans envisager le spectre des possibles, et même sans envisager que c'est peut-être pas ça que j'ai envie de faire. Alors les bons élèves font parfois ça, on rencontre des élèves en faculté polytechnique chez nous qui disent finalement voilà, moi je suis ingénieur, j'ai bien réussi, mais c'est pas ça que je voulais faire. Et puis quand on interroge ou que les parents s'expriment, ils disent enfin je lui ai laissé le choix. Il pouvait être ingénieur en électronique, il pouvait être ingénieur en construction, il pouvait être ingénieur, etc., etc. Oui, mais c'est pas ça qu'il voulait être. Et donc la liberté, les possibles, ils étaient un peu réduits. Alors, on va me dire qu'il y a plus grave sans doute que de réussir Polytechnique, mais c'est pas forcément réussir sa vie, c'est pas forcément ça qu'on avait comme projet. Autre risque, c'est le travail à vide. C'est se cacher derrière les compétences transversales ou génériques et puis penser que ça s'acquiert sans contenu. L'esprit critique ne s'acquiert pas sans l'appliquer à quelque chose. Et donc forcément, et c'est là qu'on retrouve bien le lien entre compétences et savoir. Il y a des savoirs qui sont nécessaires pour pouvoir exercer les compétences, sans quoi c'est une sorte d'exercice vain, inutile et pas transposable. Mais ça pose évidemment la question de est-ce que c'est transférable? Quand j'apprends un certain nombre de choses et que j'apprends à faire dans un domaine, est-ce que je sais le transférer? Et puis, un autre risque, c'est de privilégier les outils à leur usage,
Hein. C'est-à-dire de dire, bon, on a des outils et puis on garde nos outils et puis voilà, on a toujours fait comme ça, plutôt que de réfléchir à ces outils, de se demander si les outils qu'on avait précédemment, et on parle chez nous par exemple de tests d'orientation, mais est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Je ne le crois pas. Donc à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Comment on va l'utiliser? Et ça pose aussi la question de la formation des acteurs, des spécialistes, des psychologues de l'éducation nationale, mais aussi des enseignants, puisque je vous ai dit dès l'entrée de jeu que tout le monde allait devoir participer à cette affaire, à cette entreprise, ça suppose aussi qu'ils soient formés. Voilà. Alors, pour poursuivre la discussion, peut-être juste une petite pensée de Jean Guichard, avec qui on a eu l'occasion de travailler, notamment dans le cadre d'une chaire que nous avions chez nous et qu'il a occupée pendant une année. Mais finalement, il se dit la question majeure pour tous les types d'éducation à l'orientation, c'est finalement, est-ce que cela vise à aider les élèves, les apprenants, à s'insérer dans le monde d'hier, celui de l'exploitation sans limite des ressources de la planète, du réchauffement climatique, de l'élimination de nombreuses espèces, de vivants, de formes de vie non soutenables à moyen terme, etc. Bon, est-ce que c'est ça finalement? Ou bien, est-ce que finalement ce n'est pas d'aider les élèves, les jeunes, la nouvelle génération en quelque sorte, à construire individuellement, mais aussi collectivement, et ça appelle aussi une réflexion sur l'orientation, n'est sans doute pas qu'une affaire individuelle, aider ces jeunes à construire individuellement ou collectivement des formes de vie, une forme de vie active qui contribue à un développement équitable et soutenable. Voilà, je vous remercie.